21 février 2024, ça fait 10 ans qu'un grand temps nous a quittés, assassinés. Il était la voix des sans-voix. Et il tirait contre son propre camp. Il était intelligent, percutant, éloquent, performant, polyvalent. Il s'appelait Charles Ateba Yéné. Il est mort pour la vérité. Il a commis 22 ouvrages. Dr Charles Ateba Yéné, mort à 42 ans, était certainement le plus intelligent de sa génération et le plus prolifique des auteurs. 22 ouvrages écrits de sa plume. C'est belle. Charles Ateba Yéné est aussi un martyr, une victime, parce que sa mort reste non élucidée et parce que beaucoup de membres du gouvernement y sont impliqués. Ils se sont débarrassés de lui parce qu'il ressemblait à un ver dans le fluide. Lui qui, dès 1996, était déjà chargé de la communication de l'OJRDPC au Bureau national et qui, par la suite, sera désigné membre suppléant du comité central du RDPC. Malgré tout, Charles Ateba Yéné ne partait pas pour manger. Charles Ateba Yéné n'était pas comme les autres, ne cherchait pas des grades, mais il était là pour fustiger les comportements et surtout pour réveiller les consciences endormies d'un peuple qui, comme le disait, était sombré dans la peur, l'alcool, la drogue, les sectes, l'homosexualité, bref, tout ce qui fait que le Cameroun ne puisse pas avancer, mais plutôt reculer. Charles Ateba Yéné a marqué son temps. Et parce qu'il a marqué son temps, nous ne pouvons pas l'oublier. Parce que des hommes de cette envergure méritent d'être célébrés et surtout qu'ils ont donné de leur peau, de leur vie. Quand j'ai connu Charles Ateba Yéné, il m'avait proposé de venir faire une émission à la radio basée sur l'éthique. Et ceci m'avait beaucoup plu. J'avais immédiatement validé parce qu'il dirigeait le club éthique. Et Charles Ateba Yéné, bien que je sois parti, était resté en contact avec moi. Mais je savais pertinemment que son combat, le combat qu'il menait, était dangereux. Et je lui disais, voilà les raisons pour lesquelles j'avais dû m'enfuir de mon pays. Très courageux, en 2009, il avait vu sa femme mourir dans des conditions bizarres alors qu'elle voulait accoucher à Douala.
Il m'avait dit, c'est un avertissement et on m'a demandé de me taire. Mais mon frère, j'ai déjà fait des enfants, je ne vais pas me taire. Charles Ateba Yene a continué à multiplier les sorties. À la télé, à la radio, pop star, que dis-je, rockstar, mégastar, parce que le verbe fluide, l'expression, le langage châtié était de haute qualité et il savait en faire usage. Il a marqué toutes les couches sociales. Et sa mort, jamais personne n'a eu à soulever autant de passion et autant de population pour lui rendre hommage. À part le deuil de Marc Vivien Foué, la mort de Charles Ateba Yene a été une véritable démonstration de force, d'amour d'un peuple qui rendait à ce digne fils de Bikoka, né le 15 janvier 1972 du côté de l'océan et qui n'avait rien à faire avec le tribalisme. Il le dénonçait, il dénonçait la prévarication, il dénonçait la corruption, il dénonçait tout l'état de la société et il se faisait beaucoup d'ennemis. Avant de revenir sur les conditions de cette mort au CHU, nous allons écouter Charles Ateba Yene. Cette relation, mais il y en a d'autres qui... Embouteillage. Pour moi, je le répète, je persiste. Le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun n'a que le problème de son élite. C'est l'élite qui cause tous les problèmes que nous avons. L'élite s'enrichit, elle est injuste, elle est dans l'homosexualité. Regardez un journal, triennal, révélation satanique d'une prostituée de luxe. J'ai vendu du sperme au ministre. Voilà le journal. On n'a pas dit qu'on a vendu au Bayam Salam ou au Motoman ou aux étudiants. On a vendu au ministre. Alors, la question c'est, quand le ministre achète le sperme, c'est pour faire quoi avec? C'est le sperme de qui? C'est ça la question. Vous avez lu le livre de Titus Étoile. Il dit qu'il y a des séances pour boire le sang. C'est le sang de qui? Dans la séance là, c'est qui et qui et qui et qui? Il y a un livre qui circule. Allez sur le net. Cameroun 100%. Vous attendez ce que Balango dit. Il raconte comment on tue les gens, on égorge les gens, etc. Est-ce que c'est ça que le président Paul Biya nous a promis? En 1982, le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation, justice sociale, etc. 30 ans plus tard, nous sommes dans la vente du sperme. On boit le sang, on égorge les enfants. Il faut interdire que les généraux viennent se mettre à l'arche lourde avec les canons et les médailles pour siffler les autres peuples. Il faut interdire ça. C'est l'une des images les plus ridicules que j'ai jamais vues dans ce pays ces derniers temps. Il dit de ce côté que c'est pour se laissez ça. Donner le pouvoir au commandant de brigade qui se trouve partout. Pardon. On ne peut pas. Comment le Cameroun ne veut briller que dans l'insolite et le curieux? Qu'est-ce que le général fait en route avec les ballons, les médailles, machin, en train de siffler le peuple? Ça, je n'ai jamais vu. Il y a des choses à faire. L'axe lourd est maintenant petit. Il faut, quand on engage, je vous ai dit qu'il y a dans ce pays des gens agrégés dans le sens de mettre tout le peuple hors sujet. Ils ont des agrégations, l'art d'être hors sujet. L'axe lourd, Yaourt, tous les axes lourds, c'est petit. Deux voitures n'arrivent pas à se surpasser. Ce problème-là, la solution n'est pas côtière. Mais je vous dis, qu'est-ce qui empêche qu'on construise l'autoroute? Parce qu'il y a des amis qui gagnent les marchés pour fermer les trous, etc. Jean-Jacques, permettez que je dise ce que j'ai à dire. En matière d'insécurité au Cameroun, je pense que c'est entretenu. Parce que depuis que je suis né, et Dieu seul sait, j'ai les cheveux blancs.
Je ne mets pas le là. Bon, alors, on parle de l'axe Douala Yaoundé. On a fait ça quand même. Maintenant que le président était à Douala pour faire le deuxième pont, ça veut dire que la suite, il faut attendre plus de morts encore. Parce que les voitures vont aller machin. L'axe lourd va arriver quand? L'axe lourd va arriver quand? 10 ans après sa mort, il n'y a pas de la sécurité. Je vous rappelle, on va aller rapidement parce qu'on a plusieurs aspects. On a plusieurs aspects à aborder cette question. Nous sommes à Douala. Retenez que la ville la plus cruelle du monde, écoutez, la 9e, c'est Douala. Douala. Il faut le retenir, il faut connaître ce genre de statistiques. Je vous donne encore d'autres statistiques sur. J'étais à l'Est il y a 3 mois. Ma mère qui m'a accouché, Djamé Rosalie, elle est patrouille. Donc là où il y a les rebelles là, c'est à quelque part de mon village, maternel. Donc j'ai des informations, etc. Il y a 3 mois, il y avait à l'Est 53 000 réfugiés centrafricains. 53 000 absolument. Et dans la Damawa, 30 000 réfugiés centrafricains, ça fait 80 000 réfugiés. C'est beaucoup. Et si on ajoute ce qui vient d'arriver, je ne pense que des réfugiés centrafricains. Je suis venu ici, aujourd'hui, inviter l'ONU et le ACR à venir s'occuper des réfugiés camerounais. Très bien, on va arriver sur la question des réfugiés tout à l'heure. Je suis on a très peu de temps, Charles. C'est ce qui crée les merci, Charles. On a très peu de temps maintenant. Je regrette. Je peux choisir de présenter les statistiques. Je peux choisir la dimension comparative. Je peux également choisir la dimension analytique, prospective. Je regrette. Je regrette. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que le professeur Owona veut quelles statistiques? Et la question que je pose, puisque je fais les statistiques, sauf si nous n'avons pas tous la même compréhension de ce qu'on appelle statistique. Parce que ce que vous voulez dire là, c'est les données, la comparaison. Les statistiques veut dire qu'on donne des éléments, des chiffres par rapport à ceci. J'ai donné les statistiques sur le nombre de secrétaires généraux que le Sud a eu de 1982 à 2007. Ce sont les statistiques des secrétaires généraux. J'ai donné les statistiques des ministres fils du Sud de 82 à 2007. Ce sont les statistiques. J'ai donné les statistiques des recteurs. J'ai donné les statistiques. Donc, c'est par rapport à ce que je voulais montrer. Je vais rappeler le titre de mon ouvrage. Les paradoxes du pays organisateur. Élite productrice ou prédatrice. Le cas de la province du Sud à l'ère Biya. 1982-2007. Et ça, c'est Paul Biya. Il ne m'appartient pas là. Je pose le problème de l'élite et du développement. Chez Paul Biya. Je pose le problème de la contribution de l'élite dans le développement des localités. Je pose le problème de la politique du développement autocentré qui avait été proposée par le président Ahidjo. En abandonnant les plans quinquennaux, on nommait l'élite et on disait l'élite va porter le développement. Je voulais montrer les limites de cette politique-là. Parce qu'en réalité, en prenant le cas de la province du Sud, qui a eu trop d'élites, mais où le développement est absent, j'avais des arguments pour étayer ma thèse. Voilà ce que j'ai fait. Maintenant, si le professeur Owona veut écrire son livre sur tout ce qu'il a fait, libre à lui. Mais je regrette aussi qu'en même temps, il dit que l'élite n'est pas l'élite du village. En même temps, il se gargarise d'avoir construit beaucoup d'écoles. Avec quel argent? Quand on est pour l'école. Il a dit au Cameroun, en tant que ministre de la Santé. J'ai construit les écoles. C'est comme s'il a pris de l'argent dans ses poches. Pourquoi ne dirait pas j'ai fait construire des écoles? Moi, je suis littéraire aussi. Je suis sémioticien également. La manière de poser le problème, j'ai construit des écoles. C'est moi qui ai
ça signifie que ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'argent de l'État. La question idiote que je voudrais bien poser est de savoir pourquoi, depuis que le professeur Owona n'est plus ministre, il ne poursuit pas les écoles au sud. C'est ça. C'est cet amalgame. Il ne faut pas entretenir. Monsieur Atebayene, Oui. est-ce qu'on peut considérer que votre droit de réponse a été exercé? Je n'ai pas de problème. Je voulais seulement... le professeur Owona, vous savez, quand on est né en 50, on a 62 ans, on commence le 3e âge. Ce n'est pas cohérent tout ce qu'il a dit me concernant. Et les maladies du 3e âge, c'est entre autres... Vous êtes méchant, là. Je ne suis pas méchant, Vous allez y passer aussi. Hein? Je suis vrai. Oui, mais vous accusez... Je suis vrai, si vous voulez. Moi, je suis prêt. prêt. Je suis prêt à... Mesdames et messieurs, en buvant du Charles Atebayene qui ne buvait pas du vin, c'était aussi pour rappeler à la nouvelle génération ou à ceux qui, à cette époque, ne l'avaient pas connu, de pouvoir au moins comprendre qu'il y a déjà eu des Camerounais courageux. Qu'il était du Sud, c'est le plus important surtout. Ce n'est pas parce qu'on est du Sud, chez Paul Biya, qu'on doit féliciter Paul Biya, qu'on doit féliciter le professeur Joseph Owona. Charles Atebayene nous a fait une démonstration que le Sud avait les élites, mais que ces élites-là étaient ensauvagées, étaient prédatrices, étaient détourneurs de fonds. Charles Atebayene a donné la leçon à ceux qui viennent vanter le régime Biya sous prétexte qu'ils sont du RDPC. Il était du RDPC, mais il critiquait de la maison. Il était du Sud, mais il critiquait les élites du Sud. Vous voyez que son droit de réponse, c'est contre le professeur Joseph Owona, du Sud comme lui. Les gens comme Charles Atebayene ont donc combattu le tribalisme. Contrairement aujourd'hui, après la mort de Charles Atebayene, où on va vous dire que quelqu'un qui est de l'opposition ne doit pas aller au Sud, ne doit pas aller faire la campagne. Où on vous dit qu'au Sud, on vote tout simplement à 99,99%. Charles Atebayene posait des vrais problèmes et donnait aussi des solutions qui malheureusement n'ont jamais été prises en considération parce qu'il était l'homme à abattre. Charles Atebayene a donc été victime d'un empoisonnement de ces gens du régime. Charles Atebayene a subi ce que beaucoup de journalistes, beaucoup d'esprits libres, et même Martinez Zongo, dont il était ami, a subi. Charles Atebayene a d'ailleurs fait des confessions dans l'émission de Martinez Zongo. Plus qu'après moi, il a continué avec Martinez Zongo. Et si Charles Atebayene n'a pas été zigouillé, sachez que c'est juste parce qu'on a utilisé le poison pour l'assassiner. Et ce sont les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui, qui sont toujours dans le gouvernement, qui ne veulent pas la vérité, parce qu'ils sont des détourneurs de fonds, et qui continuent encore avec leur poison à injecter ça sur les populations, utilisant, comme d'habitude, les mêmes circuits, les mêmes complicités, et aussi la même impunité. Charles Atebayene est donc mort, mais ceux qui l'ont tué sont toujours là. Ils dorment en paix. Mais nous avons le devoir
de les dénoncer, de les interpeller, parce qu'ils sont encore aujourd'hui devant l'actualité. J'appelle à la barre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. Qu'as-tu fait à Charles Ateba-Yéné? J'appelle à la barre à Matou Toumouna, ancien ministre de la Culture, amante de Laurent Esso. Qu'as-tu fait à Charles Ateba-Yéné? J'appelle à la barre le Zomlo des Zomlo, Amougo Belinga, qui était déjà avec ce clan-là pour détruire des journalistes. Quel est ton rôle dans l'assassinat de Charles Ateba-Yéné? J'appelle à la barre Peter Mafani Moussongue, ancien Premier ministre, et qui avait traduit Charles Ateba-Yéné au conseil de discipline où il devait passer le jour même de sa mort. L'histoire vous jugera et je vous étalerai pour que la vérité et la justice soient rendues. L'assassinat de Charles Ateba-Yéné s'inscrit dans la longue liste des assassinats politiques, avec toujours un individu. Cet individu s'appelle Laurent Esso. Laurent Esso a été cité dans l'affaire de Martinez Zogo. C'est cet homme qui a donné l'ordre. Finissez le travail. Mais aujourd'hui, le même Laurent Esso, qui a été accusé publiquement par Charles Ateba-Yéné, est défendu soit par des activistes, soit par des journalistes gobistes qui sont là pour embrouiller les Camerounais, pour essayer de mettre le doute et pour essayer de blanchir un homme qui est foncièrement méchant, dangereux. Il n'y a pas un journaliste, il n'y a pas un homme du gouvernement plus dangereux que Laurent Esso. Et Charles Ateba-Yéné l'a crié 250 fois sur tous les toits. La mort de Charles Ateba-Yéné vient exclusivement d'abord de Laurent Esso. Pourquoi? Parce que Charles Ateba-Yéné va monter au créneau. Nous sommes en juillet 2013. Il passe sur plusieurs médias et sera même aussi interviewé par Martinez Zogo. Et il va déclarer: c'est Laurent Esso qui a tué Bibi Ngota. Et par la suite, il va faire un autre témoignage que Laurent Esso l'a appelé par le téléphone pour lui donner un rendez-vous, pour qu'il aille dans les sectes. Il voulait le recruter. À partir de là, Laurent Esso a mis un rouleau compresseur, comme avec l'affaire aussi de Martinez Zogo, où il y avait toujours Amougo Belinga. Charles Ateba-Yéné sera piégé. Piégé comment? D'abord, au niveau de la promotion, on va se rendre compte que lui, si intelligent, lui qui était chef service au ministère de la Culture, il sera balayé d'un revers de la main par
Amatou Toumouna. Il va devenir presque comme un clochard, se contentant juste d'aller donner les cours à l'Éric. Amatou Toumouna l'avait chassé du bureau. Et Amatou Toumouna le chasse du bureau et le relève comme chef de service. Or, c'est Charles Lakeba Yene, qui, comme il disait, était parti chercher Amatou Toumouna, qui était Baye Absalam, pour qu'elle devienne ministre. Amatou Toumouna sort avec Laurent Esso. Et d'ailleurs, elle va partir avec Laurent Esso jusque dans la maison familiale à Bastos. Amatou Toumouna est la petite sœur de Maître Akere Mouna ou de Bernard Mouna. Mais elle amène Laurent Esso à aller se moquer aller faire la sorcellerie dans le domicile familial. C'est le même Laurent Esso qui va faire que cet Amatou Toumouna cherche à tuer Akere Mouna en lui portant plainte sur les affaires de l'héritage et tout ça. Laurent Esso a donc utilisé Amatou Toumouna pour régler ses comptes à Charles Ateba Yene. Charles Ateba Yene, même son salaire était bloqué. Et il va partir dans une cérémonie à l'IAI, Institut africain de l'informatique, de chez Armand Abanda. Il n'a jamais vu, il n'a jamais fumé. Il va s'écrouler là-bas. Alors qu'il buvait un jus, puis un thé. À partir de là, tout allait très vite. Quand j'ai appris ça, je lui avais dit qu'il était empoisonné. Charles Ateba Yene a cherché par tous les moyens à se faire évacuer. On a bloqué son salaire. Mais tout ce qu'on a fait, c'est qu'il tournait là, en lui disant non, ça va arriver. Mais même son salaire, il n'avait pas. Il ne pouvait non plus partir comme ça, en laissant sa pauvre petite famille. Après avoir eu à s'écrouler une fois, il va s'écrouler encore chez lui. Il sera transporté parce qu'il avait construit un fou à l'hôpital. Docteur Ndam va faire les premiers examens et va constater qu'il a des problèmes sur l'appareil, tout son appareil respiratoire ne fonctionnait pas. On va avec lui, bien sûr, au niveau de la clinique Fouda. Entre-temps, sa voix ne donnait plus. Son seul instrument de travail. Les amygdales sortaient de partout. Il se fera opérer par le docteur Zemeka Amimouane dans sa clinique, qui d'ailleurs va m'avouer qu'il n'a jamais vu un tel cas et qu'il était inquiet quand je lui ai dit certainement, est-ce que tu ne vois pas que ça peut être... Il a dit, oh, ça, je crois que c'est ça à 100%. De la clinique Fouda, Charles Ateba Yene a refusé qu'il soit transporté au CHU. Parce qu'on lui disait toujours que s'il va là-bas ou à l'hôpital central ou général, on va le terminer. Il avait cette information. On l'a injecté. On est parti avec lui. Il était inconscient au niveau du CHU. « 17 h, alors que les journalistes étaient devant le CHU, c'est là où le directeur va arriver, va prendre Stéphane Semengue.
Stéphane Semengue, c'est le fils du général Semengue, pour entrer avec lui. Là, on disait que Charles Ateba est en réanimation et on lui fait une dialyse. Là, on fait croire à la famille que c'est une insuffisance rénale. Pendant ce temps, Charles Ateba vomit du sang. Mais la famille n'est pas au courant. Stéphane ressort. Il va dire à son père que en fait, lui, il est mort. Mais il va dire à personne, ni aux journalistes. C'est à 20h40, avec l'accord du gouvernement, qu'on va donc annoncer que Charles Ateba Yéné, qui était mort depuis 17h, qui vient de rendre l'âme. Et on prend directement la dépouille, on part avec ça à l'hôpital général. Entre-temps, nous exigeons, mais nous ne sommes pas de la famille, qui est autopsie. Le gouvernement va s'opposer en utilisant le général Semengue, qui était un des oncles lointains ou de je ne sais quoi de Charles Ateba. Il avait d'ailleurs écrit un livre sur lui, un livre pour l'élever. C'est comme ça que nous serons bloqués. Au moment où Charles Ateba Yéné rend l'âme, son téléphone qui était détenu par sa cousine, il y a un message qui arrive. Votre salaire est déjà disponible. Votre salaire est déjà disponible. C'est-à-dire qu'on ne lui donnait pas son salaire depuis. Quand on annonce sa mort, c'est là où le SMS arrive dans la nuit. Imaginez, qui peut travailler dans la nuit pour envoyer des messages? L'un des obsèques, Amatoutou a envoyé un représentant pour aller se moquer de Charles Ateba Yéné. D'ailleurs, il a failli être lynché là-bas. Le ministre Famodongo, qui combattait Charles Ateba Yéné jusqu'à la dernière énergie, il avait ouvert le champagne. Chez lui, il invitait des gens. Voilà le même clan, le même gang qui continue. Charles Ateba Yéné, cependant, avait laissé un testament. Ce testament, c'est sa voix. Contrairement à ce qu'on vous dit. Charles Ateba Yéné combattait les détournements et dénonçait et poursuivait le travail qu'avait fait Bibi Ngota. Bibi Ngota avait dénoncé Laurent Esso comme nous dénonçons la ligne 94 aujourd'hui. À cette époque, Laurent Esso est secrétaire général de la présidence. Et il est président du conseil d'administration de la SNH. Il engage donc des détournements avec des rétrocommissions pour l'achat d'un bateau qu'on appelait Rio del Rey. Bibi Ngota était directeur du journal Cameroun Express. Ils vont former un consortium pour faire une enquête. Ils vont recevoir tous les documents et les connaissements grâce aussi à Etundo Yono, qui était directeur du port. Partout, on voit que c'est Laurent Esso qui est dans les détournements et les rétrocommissions. Les documents sont authentiques, doivent être publiés. Mais comme dans le journalisme, il faut toujours recouper, même si quand vous voulez accuser quelqu'un, vous lui dites, bon, j'ai tel document, j'ai ceci, j'ai cela, qu'est-ce que vous dites? Laurent Esso n'a même pas voulu répondre. Il a demandé qu'on les arrête, qu'on aille les torturer. Et il n'était pas seul. Parce qu'il était avec un autre journaliste qu'on appelle Sabouan. Et un autre qui s'appelle Minsa. Et Unko.
Serge Hervé. Chacun était directeur d'un organe de presse. Parce que quand vous voyez Martinez Zogo venir mourir aujourd'hui, c'est quelque chose qui date depuis. On les assassine depuis. Et lorsque vous regardez, c'est Laurent Esso. Donc, les gars, ils ont les documents. Laurent Esso va déclencher la DGRE. La DGRE, ce n'est pas la première fois qu'elle se retrouve dans des sales coups. La DGRE va arrêter les journalistes, va les maltraiter, va les torturer jusqu'à ce que les gars vont manger leur caca. Ils vont boire leurs urines dans les cellules noires. Bibi Bota est dedans. Et puis on les transfère. Là nous sommes en février. On les transfère à la prison centrale de Kondengui pour faux et usage de faux. Imitation des signatures du secrétaire général de la présidence, ministre d'État. Qui est Laurent Messon. Arrivé là-bas, les gars sont par terre. Après avoir été torturés à la DGRE. À la DGRE. Le gars arrive là-bas, déjà il avait l'hypertension et l'asthme. Et comme il refusait d'écrire une lettre, de démentir, Amugou Belinga va les rencontrer à la prison. Amugou Belinga, qui défendait déjà Laurent Esso et insultait le directeur du port, d'être en complicité avec tous ces journalistes-là. Donc, il y avait Nko. Nko était rédacteur du journal Babela. Babela, qui était le propriétaire de ce journal-là, c'est Henriette Ekwe. Henriette Ekwe, comme vous voyez là, qui maintenant, là, à l'époque, elle était d'ailleurs, je crois, conseillère du syndicat des journalistes du Cameroun. Donc, c'est son journaliste. Ils ont fait une enquête claire, comme tous les journalistes font souvent. Au lieu que Laurent Esso s'explique, au lieu qu'ils disent que non, notre bateau là, c'est vraiment de qualité ou ceci et cela, non. Il a dit qu'il faut les éliminer. Et s'ils n'étaient pas des journalistes, et que certains n'avaient pas fui, parce qu'un va s'enfuir, on court. C'est parce qu'on court fuit qu'on ne les a pas éliminés à la DGRE. Les instructions de Laurent Esso, c'était d'éliminer et de faire disparaître les corps de ces journalistes-là. J'ai dit bien qu'il était ministre, secrétaire général à la présidence, ministre d'État. Le 22 avril 2010, Bibi Ngota meurt en pleine prison. Ça devient un scandale dans le monde entier. Comment un journaliste qui